La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Du coup, c'est le tout premier épisode qu'on lance avec l'agence. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de t'inviter pour cet épisode 0. Ouais. Pourquoi pas? Bah ouais. Du coup, on se connaît un petit peu. Voilà. On se connaît même bien, mais on va essayer d'apprendre à se connaître un petit peu différemment et surtout par rapport aux gens qui nous écoutent, qu'ils comprennent un peu mieux ta vie d'entrepreneur. Voilà. Ok. C'est un petit peu l'idée de ce podcast. Avec plaisir, bah oui. Écoute, du coup, je vais te proposer de te présenter. Ok. Alors, moi, c'est Ludovic XL. Je suis co-gérant de l'entreprise Level 1 que j'ai créée en 2013. Okay. Où je commençais par vendre des clés de licence pour les jeux vidéo, des logiciels. Okay. J'ai vite arrêté. Et j'ai du coup bifurqué informatique et web peu de temps après. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Level 1? Level 1. Aujourd'hui, je fais plus de web et de graph que d'informatique, puisque voilà, c'est Marc, co-gérant, qui s'occupe de la partie informatique au niveau de l'entreprise, sous le nom Connectome, comme les gens savent ou ne savent pas encore. Ok, donc tu as commencé par vendre des licences. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait ce truc de mode, de vendre des jeux dématérialisés, mais juste la licence. Et je trouvais que c'était intéressant. Seulement, naïf que j'ai été, les pays de l'Est, la TVA, allez, 20% de moins, on achète moins cher parce que chez nous, c'est moins cher. Et en fait, tu te rends compte que ça devient vite compliqué. Et là où je tirais mon épingle du jeu, c'est quand j'arrivais à avoir des stocks sur des jeux qui allaient sortir. Et il n'y avait pas de stock ailleurs, mais moi j'en avais. C'était le truc. C'est un business qui est un peu bancal, quoi. Ah, complètement. Et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais peut-être pas rester dans un business bancal. Non, en fait, vu que c'était un à côté à la base, vu que je travaillais encore chez mon ancien patron, c'était vraiment un à côté. En fait, quand la rupture est arrivée avec cet ancien patron, un ami m'a proposé, m'a dit, écoute, moi je fais de la sous-traitance, je travaille avec Toshiba, je travaille avec Dell, je travaille avec plein de grands noms comme ça, Capgemini, machin et tout. J'ai trop de boulot, si tu veux, je t'en donne. Donc du jour au lendemain, j'avais ces travaux de sous-traitance qui arrivaient et je me déplaçais, je faisais 30-40 000 km par an. Et j'allais faire du dépannage. Alors c'est intéressant pendant un temps, mais en vrai c'est compliqué pour avoir un truc et se dire au vis-à-vis de mon niveau de fatigue, ok, ça va, ce que j'ai gagné c'est ok. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu as commencé par un side business, quoi. Tu avais un emploi et tu t'es lancé à côté sur un business de vente de licence. C'est un peu ça. Tu as commencé en entrepreneuriat comme ça. C'est ça. Ouais. Après, je pense qu'il y avait quand même une volonté de faire à un moment donné, de vraiment bifurquer. Et parce que si, par exemple, pour le web, j'avais pas la liberté de faire le web tel que moi j'avais envie de le faire ou qu'il aurait fallu le faire. J'étais un peu limité là-dessus, quoi. Ok. Donc en fait, là où tu bossais, tu faisais du développement web, mais c'était pas à l'image de ce que tu voulais faire. Ouais, et puis c'était pas la priorité. J'étais vraiment là-bas en tant que technicien informatique, et il y avait une volonté de pouvoir développer ça, mais je pense qu'on s'y prenait mal. Et moi, par manque d'expérience, puisque je sortais de l'école, forcément, j'arrivais là-bas, sortant d'école, je pense que je me démerdais pas trop mal sur la partie informatique. Il y avait besoin de plus de main-d'œuvre sur la partie dépannage. Et du coup, le web, on le mettait pas trop en avant, et quand on en avait, c'était je pense, pas bien fait. Après, c'était en quelle année ça? J'ai créé en 2013, donc 2012-2013. Ok, ouais. Donc là, le web était en plein essor, quoi. Ouais. Excellent. Du coup, on va essayer de parler un petit peu de ton parcours. Déjà, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as baigné dans l'entrepreneuriat quand tu étais enfant? Est-ce que tu as des parents entrepreneurs? Baigné, non. Mon père a eu un restaurant. Était en gérance avec des gens qui connaissaient sur un restaurant. Il en a eu un deuxième après, juste aussi, sur Vitalside. Compliqué, la restauration. Ouais. Je crois que tu en sais quelque chose. Ouais. Et du coup, c'est la seule chose. Mais par contre, j'avais vraiment un papa qui était... le boulot, c'était le boulot, quoi. C'était vraiment, il allait à fond, machin. Un charbonneur, quoi. Ouais, complètement.
Et en fait, j'avais ce truc de... il y avait quelque chose qui me dérangeait là où j'étais, et ouais, je pouvais pas, j'étais un peu bridé, je pouvais pas faire tel que moi j'avais envie d'essayer de le faire. C'était pas en mode non, non, on fait mal, c'est pas bien machin, j'avais envie d'essayer quelque chose. Ok. Et du coup, ça a démarré comme ça. Donc dans ton enfance, tu avais un père qui était quand même un petit peu une âme d'entrepreneur, a priori. Ouais, ou au moins bosseur, quoi. Ouais, au moins bosseur. Clairement bosseur, quoi. Donc c'est un peu ce qui t'a inculqué, quoi. Ouais, ouais. Et la maman, non? Non, ma maman s'est occupée de nous. Ok. Voilà. C'est aussi un gros boulot d'entrepreneur, Bah ça. ouais, ouais. Ça, je crois qu'on n'était pas des enfants trop compliqués. Ça, c'est un gros boulot. T'as beaucoup de frères et sœurs? Juste une sœur. Ok, ça marche. Et du coup, en termes d'études, etc., t'étais comment à l'école? Si on prend Ludovic à l'école, il est comment? Alors, il y a eu des périodes où c'était très bon, et il y a eu des périodes où c'était moins bon. Les périodes où c'était moins bon, il y avait d'autres choses à côté qui allaient pas. Mon père était malade, et en fait, ça me minait, je le voyais. Et du coup, ça a chuté. Après, j'étais bon, on va dire, sur des matières mathématiques, technologiques, machin. Là-dessus, c'était les doigts dans le nez. Et le reste à côté, c'était un peu en mode, ça m'ennuie, quoi. Vraiment, ça m'ennuie. T'allais à l'école parce que tu devais y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ben, là où c'était flagrant, c'est que je suis arrivé dans les premières années micro-informatique et réseau. Et je m'ennuyais, en fait. J'étais dans les cours théoriques. Alors, le théorique, ce que je ne connaissais pas, bon, bah, j'ai appris des choses. Mais dès qu'on était dans la pratique, je m'emmerdais parce que c'était des choses où je bidouillais déjà à la maison. Ok. T'avais déjà une petite avance, quoi. Ouais, moi, à la maison, je testais de tout et machin. Je pense que mon premier site, je l'ai fait, et je devais avoir 12 ans. Et qu'est-ce qui a emmené, qu'est-ce qui t'a emmené à aller dans une filière? Du coup, après le collège, du coup, t'as choisi. Alors, j'avais choisi un bac technologique, et je me suis fait saquer par mon prof principal qui a dit non, non, bah, lui, les filières générales, technologiques, il n'arrivera pas. Non, lui, il va aller lycée du bâtiment, enfin lycée lycée pro. Et donc, j'ai fini en électrotechnique, donc électricité, tout machin. Et c'était l'étape pour aller après dans la filiale micro-informatique et réseau. Je vais passer par là. Donc, t'as été très bien aiguillé, quoi. Ouais, très bien. Et j'ai été très très bien aiguillé. Et cette chose a impacté ma petite sœur, puisque ce prof-là a dit non, non, mais Ludovic n'avait pas les capacités, alors que juste j'allais pas bien. Donc elle n'aura pas les capacités, et donc il a fait la même chose alors qu'il ne la connaissait pas. Et du coup, t'as un avis sur le système scolaire? Ben ouais, là-dessus, je trouve que l'impact que ça a pu avoir. Enfin, après, je me dis, est-ce que si j'étais allé dans ces filiales générales, est-ce que ça aurait tourné de la même façon? Est-ce que peut-être je me serais quand même lancé? Est-ce que j'aurais été salarié? En fait, je regrette pas, mais qu'un professeur puisse avoir autant d'impact sur quelque chose, et juste parce qu'il peut pas te saquer, ça, je trouve que c'est pas correct, surtout vis-à-vis de ma petite sœur, quoi. Elle arrive au collège, elle voulait faire trilingue, il dit non, non, mais elle n'aura pas les capacités, alors que par rapport à moi, c'était modèle, quoi. Ok, bon bah, écoute, je sais pas si elle le regrette de pas avoir fait trilingue, du coup. Je crois pas, Tu c'est pareil. Ok, donc du coup, t'es parti donc t'es allé dans électrotechnique, et ensuite t'as terminé en micro-informatique. Ouais. Ok. Et ça t'a emmené à quel niveau, ça? Donc c'était bac pro, bac pro, et où bon, j'ai fait mes armes, j'ai fait mon stage qui m'a amené à l'emploi dans lequel j'étais avant de me lancer, pour finalement faire une année d'infographie sur Strasbourg en école privée chez MGM, et m'arrêter là. Ok. Donc t'as essayé encore de poursuivre tes études, mais... Ouais, bah en fait, MJM, c'était vraiment infographie. En fait, c'était vraiment apprendre Photoshop, certaines choses liées au web et tout machin. Normalement, ça devait déboucher sur une année de webmastering. Et ce qui se passait, c'est que j'avais cours 2 jours et demi donc c'était infographie. Et les 2 autres jours et demi, ceux qui pouvaient faire les 2 cursus en même temps, pouvaient faire le webmaster en même temps. Et en fait, je me retrouvais à aider ces gens-là sur des choses qu'ils apprenaient, parce qu'ils n'avaient pas compris en cours. Je me suis dit, mais cette année-là, je ne vais pas la faire. Ça sert à quoi? C'est moi qui leur donne limite les cours du soir. Et je suis allé voir les profs, qui étaient, eux, des patrons d'entreprise, et je leur ai dit, mais l'année prochaine, c'est ça et tout. Il me dit, bah ouais. Je dis, mais je viens pas. On a capté que toi, tu t'en mettrais l'année prochaine. Mais pourquoi vous me le dites pas? C'est 7 000 € l'année. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a un vrai business sur ces écoles où on se rend compte quand même que ce qui est délivré en termes de savoir, c'est pas forcément... ouais, c'est ça. C'est pas toujours au rendez-vous. Je trouve que c'est tout à fait inégal entre les écoles. C'est ça.
Ça, c'est hyper dommage. J'ai appris beaucoup sur l'aspect, comme dit, Photoshop, mise en page de documents, de machin et tout, parce que ça, je ne les connaissais pas. Je savais utiliser Photoshop, et c'est ce qui m'avait permis de rentrer dans cette école sans passer par l'année préparatoire, parce que je suis arrivé avec un book, il me dit, mais c'est toi qui fais ça? Il me dit, bah oui, oui, ok. Bon, écoute, l'année préparatoire, on l'enlève pour toi, passe tout de suite. T'as économisé un peu de rond. Du coup, qu'est-ce qui t'a emmené dans le web? En fait, comme je dis, je pense que j'ai fait mon premier site, j'avais 12 ans, j'ai découvert un truc où tu pouvais faire, je sais pas, tu pouvais monter des pages, machin. Alors, j'ai fait un truc sur Bob Marley, parce que j'aimais bien, donc je piquais des textes et des machins, et j'ai monté ça. Et j'ai cette âme un peu geek, donc jeune, je jouais beaucoup, Counter-Strike, World of Warcraft et tout. Donc t'es un gamer? Ouais, un gamer. Voilà. Plus trop maintenant, mais à l'époque, Parce que t'as plus le temps ou parce que j'ai plus le temps et plus trop l'envie. Ouais. Okay. Et en fait, le jeu vidéo m'a apporté énormément. Par exemple, Counter-Strike, l'exemple, ceux qui connaissent rigolons, c'est t'as une team, tu joues en 5v5, machin et tout, et tu veux ton petit site, tu vois, pour dire, on va faire des matchs contre eux, machin, t'as quoi, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, tu vois. Et ouais, mais on voulait notre petit site. Je dis, vas-y, je vais trouver comment on va faire et tout. Et puis j'ai lancé mon premier machin, mon premier site là-dessus. Je me suis dit, putain, en fait, c'est trop cool, parce que du coup, tu peux communiquer. Et très peu de temps après, donc ça c'était le premier, pour l'anecdote, mon premier site, j'ai envoyé les fichiers du CMS que j'avais trouvé un à un avec un web FTP. Ah oui. Ouais. pour ceux qui connaissent pas un peu la technique, c'est vraiment FileZilla, c'était là, ça existait, mais je connaissais pas, je savais pas. FileZilla, c'est un logiciel qu'on installait sur son ordinateur qui permettait de transférer des fichiers sur un serveur. Et le web FTP, c'est une plateforme web où ça émulait un FTP. Ouais, voilà, c'est ça. On envoyait ces fichiers dessus, c'était très archaïque, très très lent. Ouais. Et surtout, c'était un fichier un à un, pas comme aujourd'hui où certains tu peux envoyer à plusieurs quand même en même temps. Là, c'était un à un, donc je recréais mes dossiers, je balançais mes petits fichiers, t'en avais, je sais pas, 100, 200. Là, il fallait de la patience, quoi. Ah, ouais, mais j'avais que ça à faire. Donc ton premier site, c'est comme ça que tu t'es lancé dans le... C'est comme ça que t'as... Ouais. Ça, c'est mon tout premier site. Et là où je me suis dit que ça pourrait donner quelque chose, je suis un gros fan de GTA, donc Grand Theft Auto, le jeu vidéo. Et on avait des petits serveurs de jeux. Alors c'est grâce à ces serveurs de jeux que j'ai gagné mes premiers sous grâce à Internet. Et pareil, on avait des sites Internet. Et on avait des sites d'actualité sur ces jeux où on mettait à télécharger des fichiers pour modifier le jeu, machin et tout. Puis après, t'avais un GTA qui devait arriver. Donc on prenait l'actualité, on allait chercher. T'avais des gens qui partaient en vacances, ils récupéraient, machin. Tu faisais un peu d'actu comme ça. Et jusqu'au jour où t'as Rockstar qui vient, qui t'envoie un petit mail, qui dit écoutez, on voit machin, l'actualité, on a des petits packages à vous envoyer, machin. Qui est Rockstar Qui est l'éditeur en fait du jeu vidéo Grand Theft Auto. Donc c'est Rockstar pour ceux, enfin c'est vraiment c'est la Rockstar. C'est la Rockstar. Ouais, ils portent leur nom quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et j'ai reçu comme ça 2-3 colis avec des trucs que tu reçois normalement seuls les journalistes recevaient quoi. Excellent. Ouais. Super. C'est beau ça. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Quoi. Ok. Donc du coup, ouais, je vois le web à cette époque, c'était quelque chose. Je sais que mes premiers sites, c'était aussi des trucs un peu bricolés comme ça, mais ça laisse des bons souvenirs, je crois. Ouais, mais c'est ça. Quand t'apprends comme ça un peu sur le... Et puis t'as que ça à faire, en fait, machin, et puis tu te dis, et j'avais un père qui me... En fait, il comprenait rien, il savait pas ce que je faisais, enfin, il voyait que je faisais des sites internet, machin, et un jour, je lui dis, écoute, papa, j'ai fait ça, tu sais, machin, et puis on a les serveurs de jeux, et j'aimerais bien prendre un serveur dédié, ça me permettrait de faire ça. Il me dit, attends, tu veux faire quoi? Mais c'est légal ce que tu veux faire? Je dis, oui, t'inquiète pas, c'est légal, pas de souci. C'est le problème de tous les parents quand tu bricoles sur Internet. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et il m'a dit, mais t'es sûr, machin? Et il me dit, écoute, vas-y, on essaye pendant 1 mois ou 2, et tu montreras ce que t'as fait, et après on verra. Il a payé pendant 2-3 ans un serveur dédié à 30-35 € tous les mois. Ah, sympa. Jusqu'au jour, les premiers chèques arrivent à la maison. Il me dit, Ludo, c'est quoi ça? J'étais même pas encore majeur, quoi. Ouais. Je lui dis, mais en fait, tu te souviens, ça, machin? Bah écoute, sur le serveur, dans le jeu, je fais payer des allopass et des machins. Mais c'est quoi des allopass? Je lui explique. Du coup, les gens, ils peuvent avoir une autre voiture, avoir plus de jeux, machin. Et allopass, pour ceux qui connaissent pas, si c'est pas leur génération, mais en gros, c'était un système de paiement par Internet. Ouais. On appelait un numéro surtaxé, et parfois une fois ou deux, et ça donnait un code. Ce code, on l'inscrivait dans un petit champ texte. Et ça permettait de payer des accès. J'ai aussi fait du business. Mes premiers business en ligne, c'était à base d'allopass. Ouais. Je faisais télécharger des fichiers. Et en fait, quand tu dis c'est ouf, parce que entre la somme que je recevais de ces allopass, tu savais que allopass prenait 2/3 de ce que tu recevais. Ouais. Donc si tu recevais un chèque, moi je recevais des chèques des fois de 300, 350 €, tu savais qu'il y avait 1 000 € qui avaient été dépensés. Non, c'est incroyable. Ça, c'était une sacrée époque. Aujourd'hui, c'est vrai que... Je sais pas si ça existe encore allopass. J'en ai aucune idée. Regarder.
Donc là, tu as gagné tes premiers euros, en fait, comme ça. Donc on peut dire que, est-ce que c'est là que tu es devenu entrepreneur? Tu penses? Je sais pas, en tout cas, j'aimais bien parce que du coup, j'étais pas encore majeur ou tout juste, je pouvais aller manger au resto avec mon pote. C'était tranquille, tu vois. C'était de la full argent de poche, quoi. Comment c'est né chez toi cette envie d'entreprendre? Est-ce que tu penses que c'est venu très tôt dans l'enfance, quand tu as fait ton premier site et quand tu t'es dit putain, j'arrive à faire quelque chose? Je pense que tu as un peu de ça parce que en fait, tu as ce truc, tu te dis putain, j'arrive à le faire comme je veux, t'es un peu libre et en fait, t'aimes ce que tu fais. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais déjà pour l'être. Et je pense que moi, le fait d'être entrepreneur vient d'abord du fait que j'aime faire du web ou du Photoshop ou des machins avant de créer l'entreprise. C'est venu, je pense, plus par le fait que j'avais envie de créer des sites pour des gens, pour des clients d'une certaine façon, et je ne pouvais pas. Enfin, il y avait une limite. En fait, ce que tu cherchais à faire, c'est pouvoir créer comme tu le voulais, quoi. Ouais, c'est ça. Sans barrière. Alors que si tu étais salarié, tu aurais dû te conformer à une méthode ou à... Ouais, et si la méthode, elle est pas au minimum correcte, ou tu vois, où tu as une possibilité de faire changer la chose dans l'entreprise, ou de dire, ou au moins de vraiment d'apporter quelque chose, ben non. Donc, est-ce que tu peux dire que tu étais entrepreneur dans l'âme dans ton enfance, ou est-ce que c'est ton parcours de vie et ton parcours professionnel qui t'a emmené à un moment donné à dire ok, je pense que je suis pas aligné avec l'entreprise dans laquelle j'évolue et... Ouais, je pense que c'est le second choix. Okay. En vrai, je pense que c'est le second choix. Ça marche, c'est intéressant. Enfin, peut-être que le premier était là en partie, mais c'est vraiment le second qui l'a déclenché. Ok. On n'a pas parlé de ce que tu faisais en fait déjà. Donc tu entreprends dans quoi? Donc, alors, le fait que l'entreprise ait 2 casquettes, aujourd'hui, c'est vraiment que le L1, avec donc la communication pour les entreprises, mais plus axée donc création de sites internet, et la maintenance informatique pour les pros et les particuliers, avec la marque qu'on a créée qui s'appelle donc Connectom. Donc ça, c'est vraiment les 2 axes, et c'est une seule entreprise, j'ai pas d'autre entreprise. Une volonté peut-être faire un peu de locatif ou du bâtiment ou quelque chose, mais avec le temps, mais pour l'instant, ça s'arrête à ça. Donc aujourd'hui, ta société, elle fait d'une part donc des services de conception de sites internet, communication, je crois que tu fais aussi un peu de print, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Donc un peu une communication globale axée quand même sur le digital. Et de l'autre côté, et je crois que c'est ton associé surtout qui gère cette partie-là, toute la partie informatique. Ouais, c'est ça. Ok, excellent. Donc du coup, deux gros pôles en fait dans ton activité. Ok. Et ça marche? Écoute, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est sûr, comme toujours. Exactement. Ok. Est-ce que tu es là où tu pensais que tu serais quand tu as démarré? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui... Non, clairement pas. En fait, je sais qu'en plus on en a déjà parlé, mais non, clairement, j'espérais un peu mieux. Après, je pense que c'est des erreurs qui nous sont aussi propres. Il n'y a pas qu'une histoire de on n'a pas eu de chance ou machin et tout. C'est sûr qu'il y a des histoires où on n'a vraiment pas eu de bol, mais il y en a aussi où faut savoir se remettre en question, tout simplement, quoi. Et je comprends que t'es pas là où tu pensais être, mais du coup, c'est quoi? T'es 2 fois moins loin? T'es 1 fois et demie moins loin? Ouais, je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas loin de 2 fois moins loin. C'est pas loin, ouais. Et ça c'est dur à vivre quand t'es entrepreneur. Mais c'est surtout que t'as une vision au début quand tu démarres une aventure, et on sait que l'entrepreneuriat c'est des sacrifices. On sacrifie beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parfois on sacrifie des sorties, des vacances, des choses comme ça. On bosse énormément. Et c'est vrai que quand tu dis putain j'ai fait tout ça et j'en suis là. Cette année c'était un peu ce cas-là, tu vois. Après il y a pire, tu te consoles quand même, tu te dis putain 2013 mais on est toujours là, machin. Ok. Tu viens de dire un truc qui est tout à fait intéressant et je pense qu'il faut vraiment le rappeler. C'est que des entreprises qui durent, au final il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est réel, c'est-à-dire que le nombre de boîtes qui ferment au bout de 5 ans c'est énorme. Ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet c'est avoir une boîte rentable, parce que durer toutes ces années et même être flat, c'est-à-dire même finir à 0, tu vois, mais pouvoir se payer, c'est déjà une putain de victoire. Et il y a des gens, ils l'oublient, tu vois. On n'a pas tous des boîtes qui font, je sais pas moi, 10% de résultats nets et 100 000 de dividendes et on se gave et tout. Non, c'est vraiment, ça reste une minorité. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, elles sont dans le dur, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi le sens de ce podcast, c'est de
de mettre en valeur aussi ces boîtes-là, parce que c'est la majorité des boîtes qui ont des problématiques qui sont tout à fait différentes que « Ah, j'ai levé des fonds, je suis en seed, pré-seed, série A, série B. Combien de millions t'as levé ?» Pas mal. J'en connais des comme ça. Et nous, on lève pas de fonds et c'est dur. On a des sujets du quotidien qui sont sujets d'entreprise. Ouais, mais du coup, tu abordes l'entreprise, tu apprends d'une autre façon, en fait, je pense. C'est comme quelqu'un qui va, c'est génial pour eux, hein, hériter de la boîte de leurs parents, qui fonctionne. Eh ben, ils ont peut-être des autres problématiques, où ils verront les choses différemment, où ils ont été habitués, mais ils ne vivront pas potentiellement ou les problématiques de début que toi, tu peux avoir. Ben moi, ce que je pense surtout, c'est que quand tu entreprends comme toi, tu as entrepris, ou comme moi j'ai démarré, je démarrais moins que rien, mais tu vois, je pense que tu vois les choses et tu mets des choses en place parce que tu as une vision d'une croissance qui est saine. Alors que aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie tendance comme ça à vouloir monter des boîtes avec des croissances extrêmes, mais en fait, il n'y a rien de cohérent économiquement. C'est-à-dire que on n'a pas encore trouvé son marché, on n'a pas de monétisation, mais on va lever des fonds, on va faire des emprunts. Ouais, c'est ça. Ça crée en fait un système où tu vas essayer d'embaucher les meilleurs, et donc tu vas les payer super cher, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, tu vas surstaffer, tu vas communiquer comme un malade, tu vas mal dépenser ton blé. Et en fait, ça crée une croissance qui est malsaine. Ouais, exactement. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que ça rend pas service aux jeunes qui veulent entreprendre, ou même aux entrepreneurs qui entreprennent déjà. Je dis aux jeunes qui veulent entreprendre, aux gens qui veulent entreprendre, pas entreprendre à tout âge. Mais c'est que, en fait, il faut pas oublier qu'il y a énormément d'entreprises qu'on entend, voilà, c'est des réussites, X millions de chiffre d'affaires, etc. Embaucher 300 personnes. Et au bout de 2-3 ans, ils n'ont pas trouvé leur modèle économique. Les VC, ont fermé le robinet, donc il n'y a plus d'argent. Et les boîtes, elles ferment sans bruit. Exactement. Et toi, tu es toujours là, avec le Valin, tu vois. Exactement. Ça, je trouve que c'est un bon parallèle. Et à un moment donné, tu as envie de dire, ok, je fais peut-être pas les millions que vous faites. Moi, ma boîte, elle existe toujours. J'ai pas laissé de dette, j'ai mis personne sur le carreau. Exactement. Ça me semble être quand même des messages qui sont plus... Tu te retrousses les manches et après, des fois, ça te demande de faire le dos rond et puis de dire, bon, ça va être compliqué là pendant 2, 3, 6 mois. Et au derrière, voilà. Et je fais un petit saut je fais sans transition, mais quand tu as commencé à entreprendre ou quand tu as entrepris, est-ce que tu as eu à un moment donné un modèle ou quelque chose où tu t'es dit, tiens, cet entrepreneur, j'aime bien. Je sais que pour certains, quand je les interroge sur cette question, ils vont me dire, moi, c'est Bill Gates, j'aime bien sa manière d'entreprendre, etc. Est-ce que tu as eu à un moment donné un modèle où tu t'es dit, ok, ça va me driver, cette manière d'entreprendre ou la manière dont il a créé son business, c'est vers là où je veux aller. Ouais, en fait, alors moi, ça va pas être du Bill Gates ou machin, c'est des gens qui me sont proches. C'est des gens que j'ai pu rencontrer. C'est un ami qui m'a aidé à monter ma boîte, qui était expert comptable. Qui était expert comptable, malheureusement il est plus. Mais dans sa façon, dans ses conseils, machin, je me suis dit, putain, c'est quand même bien. Et en fait, il était toujours là, je pouvais toujours aller poser des questions, machin, toujours dans la bienveillance. Et après, j'en ai rencontré une deuxième qui m'a aussi suivi, et qui, lui, a réussi. Hein. Il avait, ici, localement, une grande entreprise, machin, réussite, considérée comme réussite, avec des pôles un peu délocalisés, machin. Et en fait, cette personne est hyper accessible. Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de gens se faisaient une idée, machin, tu dis oui, mais du coup, tu sais, ce côté un peu ta réussite, un peu d'argent, machin et tout. Donc forcément, c'est que t'es un peu... En fait, la première fois que je suis allé chez cette personne, c'était pour aller lui dépanner son ordinateur. Et t'arrives, vas-y, installe-toi, il se met comme ça, quand même déjà un certain âge, il se met à genoux, il regarde, machin, mais genre, c'était, toi, vas-y, fais, moi, il est tellement relâché par rapport à ça. Et en fait, à force de parler avec cette personne, tu te rends compte qu'il avait sa façon de gérer l'entreprise, qui a fait que l'entreprise a fonctionné, et tu te dis, en fait, c'est génial, parce que c'était très humain, c'était très dans la relation avec les clients, dans le machin, et je trouvais que c'était vraiment... une bonne façon de faire plutôt que de peut-être de la réussite parce que tu vas augmenter tes coûts, tu vas payer des gens moins cher, tu vas faire machin. Et je trouvais que c'était plus intéressant de gérer ça comme ça. Et en fait, tout au long de ces 13 années,
bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens où je me dis, putain, bah, j'aime bien en fait. J'aime bien cette façon de faire, ça fonctionne. Donc tu t'inspires un petit peu des gens que tu rencontres, etc. Ouais, et puis parce que avoir, comme je pense que tu es d'accord, c'est avoir une boîte et machin ou quoi, bah, c'est des aventures humaines déjà, Clairement. en fait, finalement. Tu vois. Clairement. Bah, je pense que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'aborde. L'entrepreneuriat, c'est des aventures humaines. Et derrière, je pense que si tes seules métriques, c'est le résultat, ça doit l'être quand tu es entrepreneur, mais je pense pas qu'il y a des entrepreneurs où leur seule métrique, c'est l'argent. Parce que sinon, tu fais autre chose. Tu fais des placements, tu fais de l'immobilier, ouais, complètement, tu fais autre chose. Mais quand tu entreprends, il y a de l'humain, il y a de l'émotion, il y a des victoires, il y a des échecs, il y a tout un tas de choses. Et c'est supérieur à juste dire, on parle pas que de bénéfices ou de résultats, quoi. Bah, ouais, juste, du coup, moi, enfin, c'est ce que tu dis, c'est maintenant ces métriques. Moi, il y en a une où je me dis, c'est incroyable, c'est que l'année prochaine, on a 2 ou 3 clients. On se dit, bah, ça fait 10 ans qu'on bosse avec, quoi. Ça, c'est beau, ça. Moi, je suis comme toi, quand j'ai des clients, ça fait plus de 10 ans que je les accompagne. Bah, c'est ça. Moi, je suis trop heureux, en fait. Quand je vais les voir, je suis trop heureux, c'est devenu des copains. Mais en fait, c'est ça, ouais. Et quand tu vois, c'est marrant, tu regardes dans le rétro avec eux, tu dis, tiens, t'as vu quand on a commencé à bosser ensemble, t'étais là, maintenant t'es là, ça fait plaisir, quoi. Et en fait, quand ils vont pas bien, bah, tu vas pas bien avec eux. Parce que tu dis, putain, ça me fait chier, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Après, c'est pas forcément de ta faute, parce que bah, t'as tout ce qu'il y a autour, tu vois. Mais tu dis un truc qui est intéressant, c'est que, enfin, je vais revenir sur deux choses. La première, c'est tu m'as parlé de cette personne que tu allais dépanner, tu pensais qu'il était un petit peu inaccessible et tout ça, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. La deuxième, j'ai oublié. On va rester sur ça, sinon je vais. Du coup, mais ça c'est intéressant parce que je trouve que souvent, on a conscience qu'il y a des gens qui pourraient nous aider, mais on a l'impression que on peut pas aller les déranger, on peut pas leur parler, ils sont inaccessibles, ils nous répondront jamais. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est que ils n'attendent qu'une chose. La majorité, il y a des gens forcément, ils sont inaccessibles et puis ils veulent l'être, le rester. Parce qu'ils sont un peu bêtes. Parce que normalement, quand on a réussi, si on a une âme d'entrepreneur, tel que je pense qu'on doit l'être, c'est qu'il faut transmettre à un moment donné. Quand tu es arrivé à un genre de sommet, on peut dire, faut aider les autres. Et moi, je suis assez étonné, c'est que un jour, j'ai eu ce petit déclic comme ça où je me suis dit, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de demander de l'aide, tu vois. Et ça, je pense que tout le monde doit l'avoir en tête, c'est que si tu connais un entrepreneur qui a réussi dans un domaine où toi, tu as du mal, il faut simplement aller le questionner. Un petit mail, essayer d'avoir son numéro, l'appeler, etc. Ils peuvent généralement, moi je suis étonné parce que à chaque fois que j'ai demandé de l'aide comme ça à des entrepreneurs, même où tu te dis il me répondra jamais, au final un petit message, un petit mail, ça te permet toi de déverrouiller des choses. Et rien qu'en parlant de ces problèmes avec des gens, on se rend compte que à la fois ils ont eu les mêmes problèmes, que finalement c'est pas si grave. Non, bah oui. Tu vois. Et c'est important de parler de ces problèmes, surtout à des gens qui sont là où tu aimerais aller. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un vrai sujet. Il faut pas avoir peur d'aller discuter avec ces gens. Ben non, parce il y a tellement à apprendre. Et puis même quelqu'un qui va dire, je sais pas, peut-être que lui il avait sa boîte, il y a, je sais pas, jusqu'à l'année dernière, malheureusement elle a fermé, mais tu peux quand même, parce que ça n'est pas parce que la boîte a fermé pour X ou Y raison qu'il a rien à t'apprendre en fait. Exactement. Au pire, il te dira, voilà, j'ai fait cette erreur-là, la fais pas, quoi. Et ça, je pense que ça peut vraiment aider. Déjà, ça peut aider à mieux dormir, parce que être seul sur ses problèmes, c'est pas... Le sommeil, c'est quelque chose. Le sommeil, c'est quelque chose. On va y venir sur le sommeil. Mais non, mais par contre, je reviens effectivement, je me souviens en fait ce que je voulais aborder comme point. Quand on a une relation forte avec un client, et que tu disais on partage un peu ses tourments. Ça, c'est marrant parce que j'ai exactement ce même sentiment. Après, dans nos business à nous, parce qu'on a des business où on accompagne nos clients sur le long terme, mais en fait, un client qui va pas bien, qui a de mauvais résultats, il a tendance à nous le communiquer. Ouais, ça va pas, j'ai pas de clients, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mon site internet, il n'y a pas de vente sur ma boutique. Par exemple. C'est la galère. En fait, ils te communiquent leur galère. Et toi, tu te sens responsable de ça, parce que tu es leur prestataire, parce que tu es plus qu'un prestataire, tu es devenu un partenaire. Et en fait, je trouve que parfois, ça, c'est dur à vivre. Pour ma part, je sais que si j'ai un client comme ça dans la semaine qui va m'appeler pour me partager ses tourments, ça va.
Quand j'en ai 2 ou 3, ouais, bah oui. J'arrive en fin de semaine, je suis motivé. Tu te remets en question, tu dis, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qu'on a loupé, machin. Exactement. Et des fois, en fait, c'est pas toi, c'est juste la conjoncture, machin, là, c'est saisonnier, c'est pas le moment. Et ça m'emmène en fait à un sujet, c'est le sujet du détachement. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que l'entrepreneur doit aussi travailler, c'est ce détachement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu le fais pas, ben, on l'a évoqué il y a juste quelques minutes, c'est le sommeil. Ouais. Ben, t'as pas de sommeil. Ouais, c'est ça. Si tu n'es pas assez détaché, tu vas le vivre mal, tu vas être anxieux, etc. Donc je pense que le détachement, c'est quelque chose qu'il faut arriver à avoir. Et ouais, ça, faut l'apprendre. Faut l'apprendre. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Surtout que tu te dis, putain, si mon client ne réussit pas et qu'il me quitte, je perds du business, ma boîte. Aussi, ouais, c'est inévitable. Même si c'est des amis, c'est inévitable, t'as cette partie-là. Surtout quand des fois, c'est des clients où quand tu regardes ton CA, tu te dis... Oh, il pèse un peu, lui. ça va piquer. Ah, 10% de mon CA, ok. C'est ça. Je vais passer une nuit blanche à réfléchir à ces problèmes, et donc. Ok. Tiens, si tu n'avais pas été entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je pense que je serais plus ou moins dans le même domaine. Mais ouais, peut-être dans une autre boîte, essayer de faire ses armes ailleurs. Alors, il y a un monde dans lequel je serais même plus en France. Okay. Parce que il y avait une partie, j'avais postulé dans une école au Canada, où j'avais été accepté. Et j'étais tellement stressé par le fait de, ok, ben putain, il y a l'appartement à payer, il y a ci, il y a ça, machin et tout. Mais putain, si je trouve pas de boulot là-bas, comment je vais faire? Mon père me dit, mais c'est pas ton problème, t'inquiète pas, machin. Je dis, ouais, mais bon, ok, vous gagnez pas non plus des 120 000. Donc, autant mes parents, incroyables, parce qu'ils se défonçaient pour tout. Mais t'as ce truc, et j'ai laissé tomber. Donc il y a un monde où peut-être que je serais là-bas, je ferais peut-être la même chose ou non, je parlerais anglais, je sais pas. Ou peut-être que je serais camionneur, j'aime bien l'automobile, j'aime bien les camions. Excellent. Ok, intéressant. Donc tu aurais pu avoir une vie si tu n'avais pas été entrepreneur, toi. Ouais. Ok. Intéressant. Et il y a un sujet qui m'intéresse, c'est selon toi, c'est quoi déjà un entrepreneur? C'est quoi être entrepreneur? Tu peux donner une définition comme ça? Alors, comment je pourrais définir ça à ma façon? C'est avant tout savoir se retrousser les manches, vraiment. Ne pas, au premier échec, abandonner. D'essayer d'avoir des idées originales pour se démarquer, avant tout. Et après, c'est beaucoup de remise en question. C'est de se dire, ok, ça n'a pas marché. Pourquoi? Comment je peux le modifier? Et de pas prendre une réflexion mal. Bon, après, je pense que c'est pas forcément ça que pour l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être un peu développé, quoi. Et c'est pour revenir au sommeil, c'est quelques nuits de sommeil en moins, un peu plus de stress, surtout surtout ça, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi là, tu m'as dit la définition d'un entrepreneur. Et si tu devais, je sais pas, donner 3 qualités d'un entrepreneur, ce serait lesquelles? Tu dis voilà, quelqu'un qui veut se lancer, si tu dis ok, toi tu veux te lancer en entrepreneuriat, il te faut ces 3 qualités. Ce serait quoi? Il y a un truc, alors qualité ou non, je sais pas, mais ce serait déjà savoir chercher les informations, d'être curieux, de se renseigner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et finalement, elles n'étaient pas prêtes, ou parce qu'elles n'ont pas cherché les bonnes infos, elles n'ont pas cherché, elles se sont juste dit, vas-y, je me lance, parce que lui le fait, machin, pourquoi pas moi. Et là, ça peut vite devenir casse-gueule. Je pense que la remise en question, c'est vraiment quelque chose. Et après, pas être avare de travail, surtout pour le début, quoi. Je pense que c'est vraiment le début. Il faut vraiment pas se dire non mais c'est bon, je vais faire le même nombre d'horaires. Alors peut-être qu'il y en a qui y arrivent, je dis pas, mais je pense que c'est quand même compliqué de se dire je fais juste 35 heures et tout va aller bien, quoi. Donc du coup, est-ce que tu es en train d'expliquer que tout ce qu'on voit sur LinkedIn ou sur YouTube où on peut monter des business et bosser 4 heures par semaine et faire 10 000 balles par mois, c'est... Alors t'as vraiment de la chance, t'as vraiment flairé le truc. Ouais. Et à mon avis, si ça existe, peut-être que ça dure pas longtemps. Ouais.
Il n'y a pas d'argent facile. Non. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas d'argent facile, alors s'il y a de l'argent facile, c'est ou c'est bancal, ou c'est illégal, ou c'est une bulle. Ouais, ou alors tu as eu de la chance parce que tu as gagné en millions, quoi. Voilà, mais bon, la chance, c'est un autre sujet. C'est argent facile, c'est vraiment... Ok, et est-ce que tu peux nous donner un peu une journée type pour toi dans ta vie d'entrepreneur? C'est quoi Alors, moi, pour le coup, ça va. J'ai de la chance, étant donné qu'il y a Marc à côté qui gère beaucoup de la partie paperasse et toutes ces choses-là. Vous êtes 3 dans l'équipe, c'est ça? Donc, on est 3 sur l'équipe. Hein. Donc, Marc et Thibaut à côté aussi. Donc, Thibaut apprenti. Mais ça va être principalement checker tes mails le matin, voir ce qui est arrivé, peut-être le soir en fin de journée, ou il y a 2 jours ou 3 jours parce que t'as pas eu le temps de regarder ce qui est arrivé. Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Ouais, aux alentours de 6h. Enfin, Ok. tôt. Peut-être que j'en connais qui se lèvent plus tôt que moi. Ouais, je suis sûr, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Est-ce que dès que t'es réveillé, tu checkes tes mails ou ça va dépendre des périodes. Ouais. Ça va dépendre des périodes. Si je suis dans une période, on va dire, relax, tu dis, ouais, c'est bon, tranquille, il y a du boulot, machin, j'ai envie de prendre un peu de temps. Non, peut-être pas tout de suite. Et ça vient pas très loin après. Mais ouais, il y a des fois où c'est... si t'es un peu tendu, machin, c'est paf, paf, tu prends ton téléphone, tu regardes, tu essaies de te remémorer. Aujourd'hui, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Si tu t'es pas levé plus tôt et que t'es depuis 3h du matin déjà en train de réfléchir à ta journée qui va arriver, quoi. Donc 6h tu te lèves, en moyenne, ouais. Tu checkes à peu près tes mails. Tu es en bureau, télétravail? Bureau quasiment 90% du temps. Team bureau ou team télétravail? Ouais, team bureau. Team bureau. Et c'est plus marrant avec les gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Est-ce que tu prends le temps de manger à midi? Ouais. Ouais, c'est bien. Il y en a qui prennent pas le temps. Ouais. C'est dommage. C'est vrai, c'est très dommage. Ensuite, l'après-midi, tu retournes au charbon. Ouais. Jusqu'à quelle heure? Là, ça va dépendre des périodes. Ça peut être 17h, parce que tu te dis, bon, c'est cool, je suis à temps. Enfin, en général, j'essaie de me fixer un objectif. Je me dis, aujourd'hui, je veux faire tout ça. Okay. Si j'y arrive et que je vois, je sais pas, il va être 17h, je me dis, allez, vas-y, go. Okay. Par contre, en période de rush, je peux sans problème rester s'il le faut jusqu'à 21h, 22h. S'il y a besoin, quoi. Et quand tu coupes comme ça, quand tu quittes le bureau, tu fermes ton laptop et tout, est-ce que ça y est, c'est fini? Non, jamais. Bah non, tu reçois. Alors, t'as peut-être la personne qui, elle, sa boîte, elle va finir, ils finissent à 18h, donc ils t'appellent encore à 18h. Des fois, t'as des téléphones qui sonnent à 20h, parce que, en fait, malheureusement, il y a des gens qui pensent que, parce que t'es machin et tout, ils peuvent t'appeler n'importe quand, ça arrive. Mais non, c'est jamais complètement fini. C'est, avec le téléphone, la moindre notification, machin, tu vas regarder à un moment ou un autre, et donc, il peut y avoir un mail qui fait que tu réouvres, et puis... Donc on peut dire que tu as un peu du mal à décrocher. Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est un problème d'entrepreneur. Ouais. C'est pas propre à toi, je te rassure. Ok. Du coup, tu sais, je considère qu'il y a 3 temps. En général, dans la vie, il y a 3 temps importants. C'est le temps professionnel, c'est le temps personnel et le temps pour soi. Donc tu vois, le temps professionnel, je pense que tu as idée un peu. C'est là en travaillant. Tu as le temps personnel où tu vas le passer avec ta compagne, tes enfants, ta famille, etc. Et le temps pour soi, c'est du temps que tu t'accordes à toi-même. Ouais. Ça peut être, je vais marcher tout seul, ou je vais me prendre un bain avec des petites bougies, je vais me détendre, ou je vais simplement me poser et lire un livre. Ça, c'est du temps pour soi, où on est maître de ce qu'on fait et on fait exactement ce qu'on veut. Alors que le temps personnel, même si on a l'impression qu'on se consacre du temps, au final, on consacre du temps aux autres. Oui. Après, ça peut être pour toi aussi, parce que tu passes vraiment un bon moment, quoi. Mais tu peux être contraint avec un événement familial. Tu y vas, c'est du temps personnel, c'est pas professionnel, mais par contre, t'es pas forcément... c'est ça. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu arrives à allouer du temps à ces 3... Depuis cette année, je me force. Okay. Ça a été une grosse prise de conscience, je pense, en début de cette année, justement, puisqu'on en parlait avant, est-ce que tu es heureux de la routine et machin et tout, et tu te dis quand même, ouais, putain, et j'ai mis tout ça de côté, et sur plein d'aspects, j'ai pas fait ça, et puis j'allais plus faire de sport, et puis machin et tout. Et depuis cette année, j'essaie de faire beaucoup plus attention. Okay. Parce que, pareil, en prenant de l'âge, t'as ta famille, t'as tes amis, t'as des enfants, il y a des enfants qui arrivent, machin, et puis tu t'entends, enfin, il y a un truc, machin, t'aimes passer du temps avec, et en fait, tout ça, c'est pas une fois qu'ils seront adolescents qu'il faut aller le profiter, quoi. C'est maintenant.
Surtout quand ça se passe bien et en fait que ça t'éclate, quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu arrives à allouer du temps, mais c'est récent. Ouais. Ok. Ouais, très bien. T'es revenu sur un sujet, c'est t'es peut-être pas forcément là où tu pensais être. Ouais. Et du coup, ça m'emmène à deux questions. La première, c'est est-ce que tu peux identifier qu'est-ce qui fait que t'es pas là où tu pensais être? Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu travailles dessus? Ou est-ce que voilà, peut être intéressant de savoir ça. Et la deuxième, c'est est-ce que t'as des regrets sur un sujet, quoi. À un moment donné, t'aurais peut-être dû prendre une décision, faire un pivot et tu l'as peut-être pas fait. Hein. Je vois. Alors, le pourquoi, oui. Dis-moi, il y a vraiment des pistes sur lesquelles, donc pareil, ça peut être bête, hein, ça peut être simplement ne pas facturer une prestation suffisamment, à son juste prix, pour ne pas dire suffisamment cher, mais plutôt à son juste prix, parce que c'est quand même pas forcément évident de se placer. Surtout que je trouve qu'on est quand même dans un domaine où il y a tous les prix. C'est vraiment, on peut te dire, écoute, moi je te fais ton site internet à 250 €, 300 €, parce que le mec il est auto-entrepreneur, il en a rien à foutre. C'est son truc à côté, t'auras un site internet pour 300 €, hein, faut pas se leurrer. Ouais. Et t'as des machins pour la même chose, où tu vas être 10, 15 fois plus cher peut-être, mais où ce sera beaucoup plus travaillé, ou comme pour toi, il y a des équipes qui travaillent dessus, qui se cassent la tête. Et souvent, c'est le résultat qui est derrière qui va être, qui va valoir son pesant de cacahuètes, si je puis dire. Donc tu penses que, a priori, ça peut être une piste, c'est-à-dire que si tu n'as pas atteint le niveau que tu voulais atteindre, je pense que c'est un volume d'affaires, mais le volume d'affaires découle de la taille d'une boîte, hein, forcément. Théoriquement, plus on a un volume d'affaires, plus on a des équipes, généralement. Donc tu penses que c'est sur peut-être sur l'évolution des prix que t'as pas. Ouais, alors en partie de mettre le bon prix sur la bonne prestation, de vendre les prestations de la bonne façon peut-être, plus de récurrence, puis c'est peut-être moins de one shot, puisque c'est pareil, on est dans un monde ou dans un métier, je pense, où le one shot c'est compliqué après de faire comprendre aux gens que écoute, peut-être que si tu fais encore ça, on arriverait à te permettre d'obtenir tant et tant de leads en plus, ou de contacts et machin. Et souvent, quand tu fais du one-shot, c'est compliqué d'avoir cette chose derrière. Et alors que de mettre du récurrent, tu lui dis, écoute, tant et tant d'euros par mois, on prévoit tout ça, tu prévois un peu plus que juste le one-shot, et du coup, t'as du meilleur. Toi, forcément, tu as plus de revenus qui rentrent, et le client, lui, il est content aussi en général, puisque il a plus, au moins, il a ses leads, quoi. Tu dis un truc intéressant, c'est que quand on développe une boîte sur une notion de one-shot, la difficulté, c'est que si à un moment donné, tu es un peu en dessous en termes d'énergie ou tu es consacré à autre chose, tu vas plus chercher ces missions one-shot. Ouais. Par conséquent, tu n'alimentes plus ton carnet de commandes, donc ton chiffre d'affaires. Alors que quand tu développes, exactement, il n'y a rien de plus stressant. On est d'accord. Ouais. Moi, j'ai l'impression que déjà, faut qu'on revienne sur le sujet du récurrent, mais la vie d'entrepreneur, ce qui est complexe, je trouve, c'est qu'il y a un moment donné, on a l'impression que c'est jamais gagné. La partie recommence en permanence. Et parfois, elle recommence tous les mois, parfois tous les 3 mois. C'est très compliqué. Tu dis, purée, j'ai plus de business. D'un coup, tu as de nouveau du business. Donc, cet ascenseur émotionnel permanent dans la vie d'entrepreneur, c'est très, très dur. Ça cause des nuits blanches. Mais maintenant, pour revenir au sujet, c'est vrai que peut-être que travailler sur des offres de récurrence, c'est ce qui permet de faire grossir sa boîte, parce que on n'a plus besoin d'aller chercher des nouveaux marchés, on les a et ils sont. Alors faut les délivrer. Oui, la qualité, tout à ça fait. c'est pas un sujet, mais aller chercher des contrats en récurrence, c'est vraiment une piste, effectivement. Peut-être que si tu avais, parce que je crois que tu le développes maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que si tu l'avais développé un tout petit peu avant, Ouais. il y a peut-être quelque chose où en fait ça consolide un socle de chiffre d'affaires. Et il y a un autre sujet aussi, et je pense que tu me rejoindras là-dessus. Quand on fait de la prestation de service comme ça, comme ce qu'on fait, il y a ne pas facturer au bon prix, ça ok. Ouais. Mais qu'est-ce que le bon prix après ça, c'est voilà. Mais je pense que on résout un problème à quelqu'un en fonction de la difficulté du problème qu'on résout, et la qualité qu'on va mettre en face, ça justifie un prix. Ouais, voilà, tout à fait. Mais il y a un autre sujet, c'est les prestations qu'on va offrir. C'est-à-dire que on se rend pas compte, mais dans la prestation de service, il y a plein de choses qu'on va simplement pas facturer parce qu'on a la sensation que c'est normal. Du conseil, passer 2 heures avec le client à échanger sur ses problématiques diverses et variées, et c'est pas facturé. Tout ça, ça fait partie des choses qui, mis bout à bout,
bah, ça peut te faire du 15-20 000 € à la fin de l'année. Donc, tout dépend de son volume d'affaires, mais 15-20 000 €, ça peut vite être quand même assez important. Donc, sur ça, je pense qu'il y a un point de vigilance, quoi. Donc, tu penses que bah, ça, c'est un sujet, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, clairement. Ça, c'est vraiment sur les heures de travail, sur les heures de... Ça, c'est pas un problème, mais sur ces choses-là, c'en est un. Et après, ben, toujours chercher être certain que la façon de travailler qu'on a est peut-être la plus optimisée, par exemple. Je pense pas qu'on soit trop mauvais là-dessus, mais tu te dis, j'ai passé tant et tant de temps sur cette tâche, alors que peut-être en l'abordant différemment ou la préparant différemment, ben, j'en aurais passé peut-être 1 heure de moins, 2 heures de moins, et 2 heures tu fais autre chose, par exemple. Est-ce que tu penses que tu as loupé des... C'est la question que je te pose un petit peu. Est-ce que tu as loupé des pivots, des décisions stratégiques que tu aurais peut-être dû prendre à un moment donné sur les 13 ans d'existence de la boîte, c'est ça? Ouais, complètement. Est-ce que tu dis, tiens, à un moment donné, j'aurais peut-être dû faire ce pivot, peut-être plus tôt, peut-être j'aurais dû le faire et je l'ai pas fait, j'avais une opportunité, je l'ai pas saisie? Le récurrent, c'est un truc sur lequel j'avais réfléchi il y a... je pense que c'était déjà en 2018-2019. J'avais contacté une boîte pour faire, et en fait, je me suis arrêté au pourcentage que cette boîte prenait sur le fait de pouvoir. Et je me suis dit... C'était Grenke, non? Non, c'en était une autre spécialisée dans l'informatique aussi et tout. Et je me suis arrêté à ça, je me suis dit, les clients vont pas vouloir parce que t'as tant et tant, machin, tu passes par ta banque, à la limite ce sera. Et je me suis arrêté à ça. Alors que finalement, il fallait peut-être juste le présenter autrement, préparer l'offre autrement, pour que la personne c'est juste, tu payes tous les mois et pas un one shot à X 1000 €. Mais là, un truc à 200, 300 €, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises. Et là-dessus, j'ai pas été assez malin de ne pas continuer à approfondir la chose. Ouais. Je pense que ça, c'est... Un des tournants, quoi. Ouais. Disons que ça aurait pu faciliter beaucoup de choses. Peut-être, avoir plus de CA, embaucher quelqu'un, te faciliter, parce que du coup, ça a une réaction en chaîne, tu travailles plus longtemps, tu passes moins de temps pour toi, machin, et tu fatigues, et puis après tu fais des bêtises, et les bêtises coûtent de l'argent, et tu vois, c'est... Ok, bien reçu. Et est-ce que parfois tu as envie de tout foutre en l'air, tu vois? Ouais, ça arrive. Forcément, c'est normal. Et en général, ça va durer quelques jours, et d'un coup tu te dis, et pourquoi en fait? Let's go, je continue. Ouais, tu te dis ça, c'est ça. Puis au bout d'un moment, tu te dis, c'est débile, c'est bon, c'est pas la première fois qu'il y a un truc comme ça qui arrive. Let's go, tu te retrousses les manches et tu y retournes parce que, je sais pas, t'es comme ça, t'es... Charbonneur. Ouais, ou malade, hein, je sais pas. Tu te dis, écoute... Est-ce que l'entrepreneur est une race de personnes malades? Ça, c'est intéressant. C'est ça. Alors qu'avec les compétences que tu as, tu te dis, bon, écoute, je vais travailler là-bas, je peux aller travailler là-bas, je vais traverser la frontière, machin, je trouverai du boulot, je gagnerai plus d'argent. Je crois que ça, c'est un vrai sujet. Il y a des fois, tu vois, tu te dis, putain, c'est pas possible, je vais me trouver un boulot de salarié, je vais me prendre mes 3500 balles, et plutôt que me faire chier avec ma boîte, c'est difficile, je compte pas mes heures, et au bout du compte, il me reste peanuts, quoi. C'est dur. Mais je pense que ça doit être un électrochoc. Parce que, et il y a aussi je pense qu'il y a un autre sujet, c'est que quand tu crées une boîte, tu construis quelque chose, et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire, si tu construis une boîte en te disant, c'est juste mon moyen de travailler et d'être libre, ça peut être... ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Mais je pense qu'il faut l'imaginer en se disant, je construis quelque chose de costaud, de solide, avec de la récurrence, avec une belle marque, avec des clients, etc. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, ça a une valeur. Il faut penser que demain, tu peux peut-être revendre cette boîte. Par exemple. Et c'est là où, normalement, si tu as bien travaillé, c'est là où tu prends ton petit ticket et tu dis, ok, ces 15 dernières années, c'est ça, c'est bon, ça fait plaisir. Donc je pense que ça peut être un vrai sujet. En fait, il faut y penser. Enfin, il faut y penser. Parce que, par exemple, moi, c'est un truc auquel je n'ai pas du tout pensé à ça. Tu vois, moi, c'était juste de créer quelque chose avec des envies. Des envies, une idée de se dire, ok, machin, je vais avoir une boîte, peut-être qu'on aura des salariés, mais j'aimerais bien qu'ils soient heureux, tu vois, de pouvoir les payer correctement, de pouvoir faire ci avec, machin, tu vois, que le travail, ce soit pas une contrainte, mais qu'ils viennent vraiment toujours avec le smile, bosser, alors pas forcément une grosse équipe, parce que faut aussi les gérer. Enfin, les gérer, il y a ce côté humain qui, des fois, est un peu surprenant. Mais et puis parce que je pense que j'ai pas, moi, par exemple, une grosse
grosse, comment dire ça, vraiment l'expérience de gérer ça, ou tous les bagages, ou tous les bagages techniques et tout, pour arriver à faire les choses correctement. C'est vrai que je réfléchis beaucoup, mais ça, c'est quand même quelque chose où c'est pas évident. Et je sais plus où je voulais en arriver. Mais non, voilà, c'est vraiment... Et est-ce que tu peux me donner tes plus grandes peurs en tant qu'entrepreneur? Tu vois, par exemple, il y a, je sais pas, plus de trésor, peut-être, tu vois, ce qui te tourmente, en fait, le plus gros tourment d'entrepreneur. Je pense que celui-là, c'est celui d'un peu tout le monde. C'est La la trésorerie, le plus grand travail. Tu te dis, tu vois, d'un coup, il faut que je fasse attention au micro, de te retrouver sur je sais pas, une période, une fin de mois, tu te dis, oh, putain, ça commence à descendre quand même. Pourquoi? Alors des fois, il y a des explications. En général, si tu as les bons logiciels ou quoi, tu arrives à le voir. Mais ça peut être parce que tu as plein de travaux dehors, ça peut être parce que tu as travaillé bizarrement cette période-là sur plein de choses et il faut juste que ça se passe. Donc, ça peut être juste la période. Généralement, les vacances, c'est un trésorerie, manque de travail, ça fait partie des plus grandes peurs, quoi. Ouais, clairement, c'est la plus grande. Aujourd'hui aussi, ça pourrait être de tomber malade et ne pas pouvoir venir bosser. Depuis que j'ai l'entreprise, je pense que c'est jamais arrivé, mais ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Ne pas pouvoir venir bosser, et là tu te dis... tu peux plus être malade, tu peux fini, plus, en fait. Tu peux pas dans une structure comme la nôtre, où on n'est que 3, où chaque personne a son importance, a son truc. Demain, moi je suis pas là, Marc va pouvoir gérer pendant un temps, mais après ça va être compliqué. Ça peut mettre en péril la boîte, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'a pas les mêmes compétences que moi j'ai pas celles que lui a. Et forcément, quand tu splits les tâches, à un moment donné, lui, il va peut-être savoir avec qui il faut contacter pour ci, pour ça, machin. Et là... du coup, tu te vois où, là, dans 5 ans? Ta boîte, toi, t'es où? T'es comment? Tu fais toujours la même chose dans ta boîte? Tu fais différent? T'as doublé ton chiffre d'affaires? Tu l'as triplé? Allez, dans 5 ans, on va dire qu'on l'a au moins triplé. Et parce que on essaye de se donner les moyens de faire les choses différemment, on les fait différemment, et on voit quand même un petit peu qu'il y a quelque chose qui bouge. Maintenant, il ne faut pas être trop pressé non plus, je pense, donc là-dessus. Et prendre peut-être allez, on va dire deux ou trois, peut-être, allez, deux personnes en plus au moins dans l'équipe, tu vois, pour prendre quelques petites parts de ce que je fais ou quoi, pour essayer de gagner un peu de temps, plus de temps, enfin, gagner du temps pour moi, et de rentrer dans un truc où je me dis, ok, je pars, vas-y, je vais faire ça. Si je suis pas là 2 semaines, c'est pas grave, quoi. Et du coup, tripler le CA dans les 5 ans, est-ce que tu as déjà mis un plan d'action? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu as déjà une vision? Sur nos offres, la façon comme on en parlait avant, c'est les offres, la façon de les proposer. Alors forcément, il y a une histoire de coûts, de machin et tout. Et étrangement, depuis qu'on a fait ça, on se rend compte que on était dans le faux, parce que les gens, ils sont pas surpris. C'est ok, non mais c'est bon, vas-y. C'est ok comme ça. De proposer des choses qu'on n'osait pas proposer avant, juste parce que on se disait mais ouais, je sais pas, machin. Et en fait, le fait de les proposer, les gens acceptent et font appel du coup à toi. Parce que avant, par exemple, on va dire l'idée d'un contrat de maintenance, par exemple, ils ne faisaient pas appel à toi parce que ils se disaient refacture. Là non, pas facture, mais parce qu'on paye tous les mois, donc ils le font quand même. Et donc tu gagnes cette chose. La peur de proposer une prestation, parce que peut-être que tu te sens pas légitime, peut-être que tu dis mon client, je vais peut-être le choquer en lui proposant une prestation qu'il doit payer. Ça, c'est assez bizarre, ces peurs qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. Mais c'est très souvent, c'est au début, ou quand tu lances une offre. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu ça pendant longtemps. Maintenant, je l'ai plus du tout, mais on se rend compte que au final, c'est logique. C'est-à-dire qu'un client, il a une demande. Ou toi tu estimes qu'il a un besoin, tu lui dis je peux résoudre ton besoin, ça coûte tant. C'est normal. Mais on a cette peur un petit peu d'annoncer un prix parce qu'on ne sait pas trop, il va dire mais c'est cher, etc. Et faut être en capacité de pouvoir justifier son prix, quoi. En fait, c'est ça, c'est surtout de justifier. Ou alors dans une presta où on va dire, je sais pas, on va parler de peut-être une idée d'une campagne ads, par exemple, le client il va dire oui, mais combien ça va me rapporter? Alors, il y a des moyennes, il y a des possibilités de se dire, je pense que, mais tu peux pas dire pile, si tu mets 1 euro, tu vas en gagner 50 par exemple. Tu vois. Ouais, clairement. Ok, très bien. Donc du coup, dans 5 ans, tripler le chiffre d'affaires, parce que tu as créé des offres irrésistibles, tu sais mieux te vendre au bon prix.
On essaye tout du moins. Plus faire des prestats gratuites. Ouais, alors ça, par contre, de la récurrence. Désolé les gars. Donc là, level 1, arrête les prestations gratuites, écoutez bien. Ouais, non. Et puis il y a ce truc bizarre de se dire, depuis maintenant quelques temps, de se dire, mais quand tu viens, tu dis, mais ouais, et puis nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Et c'est vrai que les gens, certains sont eux-mêmes, ça fait pas 10 ans qu'ils existent. Ils disent, ah ouais, c'est joli, machin, et tout. Et ils savent pas si 10 ans plus tard, ils le seront toujours, tu vois. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Ça veut dire quelque chose. Voilà, je pense, exactement. Quand tu fais appel à une boîte qui existe depuis 10 ans, a priori, c'est pas des clowns, parce que sinon, ils seraient déjà plus là, quoi. Et on n'a pas 3 étoiles sur 5 sur Google, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est commencé à dire, mais. Ouais, c'est clair. Si je te dis charge mentale, anxiété, stress, sommeil. Tu parles de ce que je vis au quotidien ou... Est-ce que en tant qu'entrepreneur, tu dis tiens, c'est des... Après, je pense que tu y es plus ou moins soumis selon ton caractère de base. Moi, je suis assez... je travaille dessus et je suis assez sujet à ce genre de choses. C'est quand ça va pas, ça va tout de suite me trahir, enfin me prendre très très fort et me dire putain, machin et tout, et si, et truc. Et du coup, après, tu réfléchis mal, tu dors mal, donc ça s'amplifie parce que tu dors mal et tout, machin. Et ça, c'est vraiment horrible. T'as vraiment de l'anxiété. Après, anxieux, forcément un petit peu, mais ça reste assez limité. Mais c'est un truc qui peut être là, que t'essayes de cacher. C'est pas toujours facile de le cacher, mais ouais, c'est là. Et comment tu combats ça En parlant. Ouais. En fait, j'ai la chance d'être entouré d'amis qui ont leur boîte. Et en fait, on se rend compte, même pour eux, je le sais, d'ailleurs je pourrais t'en proposer si tu veux pour tes prochains podcasts, on se comprend. Tu peux, aujourd'hui, moi je suis seul, mais je sais que j'ai un pote qui a avec sa femme, machin, il a dit elle est là, machin, je peux parler, mais elle comprend pas tout, parce que il y a ces choses-là que toi tu vis, dans un autre poste de salarié ou de machin, tu le vis pas. Donc, tu comprends pas de la même façon. Et on se rend compte qu'en parlant, machin, des fois, on doit faire ci, on doit faire ça, c'est compliqué, ça te met un peu mal et tout, ça t'aide parce que justement, moi, je comprends, lui comprend. Et des fois, t'as des idées où au moins tu peux te dire, bon, écoute, let's go, on en reparle la semaine prochaine, ça arrive à te relâcher. Ouais. Ok. Donc, c'est hyper important. Donc c'est des cycles, quoi. Des cycles de charge mentale importante. Et franchement, c'est des cycles. Je pense que ça arrive au moins une fois par an. Ouais. Ah moi, ça arrive plus souvent des rêves. Je dis au moins une fois par an. Moi, c'est vraiment... très délicat. C'est l'entourage. L'entourage fait vraiment beaucoup. Et des fois, t'as pas besoin de parler. C'est juste... sois là, en fait. Et bien, on fait autre chose, on fait machin. Donc être entouré, c'est sûr que c'est la clé. Si tu es entouré d'entrepreneurs, ça aide. C'est vraiment c'est un game changer. C'est vrai. Surtout, et je trouve que c'est de parler de ses problèmes librement, tu vois. Parce que c'est vrai que très souvent, on n'ose pas parler de ses problèmes, parce qu'on a peur d'être jugé, ou c'est ça. On se dit je suis le seul à avoir ce problème, je suis nul. Ouais, et puis même avec, il y a ce côté, t'es à ton compte ou t'es patron, donc forcément tu gagnes beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu viens nous casser les têtes, quoi. En gros, de quoi tu te plains? Non, en fait. J'aime bien le fantasme de l'entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent. Moi, je gagne, il y a des salariés qui gagnent largement plus que moi. Non, c'est vrai, je sais. Non, c'est assez marrant ça. Écoute, j'ai encore quelques petites questions et on arrive quand même plutôt au bout du sujet. Il y a une question qui m'intéresse quand on entreprend, c'est est-ce qu'il faut entreprendre seul ou à plusieurs, selon toi? À plusieurs, c'est peut-être plus facile, parce que tu peux vraiment splitter les tâches. On parle d'association, pas de salariés. Ouais, tout à fait. Par exemple, le point fort avec Marc, c'était qu'on était complémentaires sur des aspects où lui, par exemple, l'administratif, ça lui plaît de gérer les comptes, de gérer ci, machin. C'est un truc qui lui plaît. Moi, ça m'embête. Ouais, je suis comme toi. C'est pas pour moi, mais lui, ça lui plaît. Et du coup, surtout pendant ces premières années, lui il faisait ça, machin. J'étais plus à l'aise sur tout ce qui était technique, même en informatique et tout. Lui, peut-être un peu sur la part commerce quand même, avait plus de facilité à aller vers les gens. Et sur plein d'aspects comme ça, le fait d'être deux, surtout si tu es complémentaire, c'est vraiment un point fort. Après, c'est de s'associer avec la bonne personne.
c'est déjà, en général, ce qu'on dit souvent, la famille, c'est compliqué, parce que si ça va pas, tu peux casser vraiment, même avec des amis. Avec Marc, on se connaissait avant, on pouvait se dire les choses et aller boire une bière le soir, mais parce qu'on arrivait à faire cette part des choses, le travail et le perso, quoi. Maintenant, c'est à plusieurs, c'est vraiment trouver la bonne personne. C'est compliqué, je crois. Il y a plein d'exemples à ça, malheureusement, ça tient pas dans le temps. Par contre, quand tu es tout seul, tu mènes ta barque comme toi, tu l'entends, quoi. Je pense que, moi, mon idée sur le sujet, c'est que j'ai entrepris seul et j'ai entrepris en étant associé, et j'étais associé dans des business et ensuite tout seul. Seul, ce qui est difficile, c'est que tu es seul sur la charge c'est ça. mentale. C'est-à-dire que je trouve que tu portes le risque tout seul, tu portes la charge mentale tout seul. C'est dur. Je trouve que c'est dur. Et pas toujours au même degré, mais en tous les cas, quotidiennement, pour moi, c'est assez complexe. Et aussi, je pense que un des avantages d'être seul, c'est que tu prends des décisions telles que tu penses qu'elles sont les bonnes. Mais par contre, ça te demande de te remettre en question souvent. Beaucoup plus souvent, parce que je pense. T'as pas ce dialogue avec un associé pour dire écoute, on va prendre cette direction-là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est ça. Et du coup, tu fais tes choix, ce qui fait que à la fois ça donne un sentiment de liberté, mais le prix à payer, c'est que tu es seul face à ta décision et tu emportes toute la charge. Ça, c'est un truc que je n'ai pas, que j'avais au tout début, parce que quand la boîte, je l'ai créé seul, mais qui n'est qu'arrivé que quelques années après. Mais tu l'as quand tu es à plusieurs, des fois tu as des machins, ou même avec que ce soit avec ton associé, et avant de proposer, ou selon le résultat de cette discussion, tu continues à te poser des questions, donc tu peux aller en parler avec d'autres personnes. Et c'est là où je dis justement, avoir d'autres personnes dans ces cas de figure-là, c'est game changer. C'est vraiment, ça aide, quoi. Moi aujourd'hui, je suis plus team associé, quoi. Parce que c'est dur. Ça aide. Et par contre, dans des cas comme ça, le seul truc que j'aurais à dire dans l'association, c'est quand même penser à écouter l'autre. Si un jour il a envie de bifurquer, changer de voie ou machin, pas juste se braquer et se dire. Il y a une chose que tu dis qui est écouter l'autre, mais c'est même, il faut comprendre que quand on s'associe, c'est pas immuable. C'est-à-dire que l'association, à un moment donné de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire à son début, où chacun va emmener ses compétences et son énergie du moment, 10 ans plus tard, pour le bien de l'entreprise, c'est peut-être plus ces deux personnes-là, c'est peut-être plus l'une n'apporte peut-être plus ce qu'elle apportait avant. Et je pense que ce qu'on doit comprendre quand on s'associe, et ce qui doit être accepté par les associés, c'est qu'à un moment donné, c'est pas immuable. Notre association, la répartition de tout ça doit pouvoir bouger, même des envies, exactement. Mais ça doit pouvoir bouger parce que l'entreprise évolue, grandit, et en fait, dans un marché qui évolue lui-même, ce qui fait que on est juste quand on est associé dans une entreprise, je pense que l'entreprise, elle doit être supérieure à ses associés, c'est-à-dire que le fait qu'elle existe, qu'elle ait des clients, qu'elle ait peut-être des salariés, etc., c'est supérieur. À un moment donné, elle se détache de toi, elle mène sa propre... C'est compliqué, ça, à mon avis. Et ça, faut le comprendre. C'est ça. Mais ça, je pense que ça demande des années et du travail de se dire, en fait, mon entreprise, mon entreprise est plus grande que moi maintenant. Elle pourrait vivre sans moi, quoi. Il faut chercher à le faire, parce que sinon, on est piégé. Tu vois, t'es piégé par ta boîte parce que tu vois, t'es l'homme clé, donc c'est-à-dire que si tu pars, la boîte fonctionne plus. Enfin, tout ça, c'est des choses, faut arriver avec les années à s'en détacher. Mais ok, très cool. Donc toi, t'es plutôt team à plusieurs. Ok. Entreprendre à plusieurs. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'instruis dans le domaine de l'entrepreneuriat? C'est où que tu cherches un petit peu tes... Il n'y a pas... Alors, jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup, mais sinon, tu retrouves plein de choses sur Internet, de gens qui donnent pareil leur expérience, de comment ça s'est passé et tout. Et j'aime bien savoir prendre plusieurs infos à plusieurs endroits, justement, pour me faire, on va dire, un résumé ou une tambouille à moi, me dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, tiens, ça je trouve c'est pas con. Cette façon d'importer, de voir la chose, donc ça peut être du podcast, ça peut être une vidéo YouTube. Ça peut podcast, est-ce que tu parlerais du podcast 99% de l'entrepreneur? Exactement. C'est une bonne source. Hein. Non, mais ça peut être ça peut être
voir. Alors, je fais très peu de LinkedIn, mais de temps en temps, de voir, tiens, mais lui, c'est vrai que je le connais, sa boîte, elle a bien évolué et tout, machin. Et puis, de temps en temps, tu te contactes pour ci ou pour ça, et puis tu prends un peu de temps pour discuter. Ben tiens, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, de toute façon, ça sera par les autres. Clairement, c'est l'expérience. Je trouve que c'est l'expérience des autres qui font que. Donc, être attentif à ce que les autres disent. Ok, source d'inspiration. Ouais. C'est quoi pour toi les 3 clés qui font le succès de ton business? Déjà, est-ce que tu penses que ton business il est à succès? C'est intéressant ça. C'est une bonne question ça. Est-ce que à succès, je vais pas dire à succès parce que moi être à succès, ça sera vraiment, je suis là où j'ai envie, tu vois. Okay. C'est vraiment, je pense. Mais je pense qu'on n'est pas si mauvais dans le sens où on a vraiment une attache. Je pense être impliqué dans les projets que tu vas mener avec tes clients et pas juste voir un montant à la fin du devis ou de la facture. Tu vois. Ça c'est vraiment, je pense que, enfin nous c'est comme ça qu'on le voit. Il y a, comme on disait avant, tu le vis avec ton client. Hein, finalement, il est pas content, t'es pas content. Ainsi de suite. Donc ça fait partie de tes valeurs, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que c'est des trucs que tu penses pas forcément quand tu as la tête dans le guidon, tu te dis pas machin. Mais ça va être cette implication, le sens du détail. Je trouve que c'est important. Et ça, c'est compliqué. C'est essayer de rester à jour. C'est très vite. Hein. Ouais, l'informatique. Surtout dans notre monde, ça va trop vite. Et ça, c'est un truc. Quand t'as la tête dans le guidon, tu lèves le train, tu le laisses un peu partir, quoi. Et d'un coup, t'arrives et on te dit, non, tu peux faire ça. Ah non, fais plus ça depuis 3 ans. Ouais, c'est ça. Putain, Google, ils sont arrivés maintenant, tu sais, avec les résumés, les machins. Tu te dis, ouais, je suis au courant. Être agile, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut le résumer. C'est ça. Ok, écoute, on arrive au bout. J'ai une dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as pu me dire par rapport à ta vie d'entrepreneur et ces 13 années là, qu'est-ce que tu dirais à Ludo qui lance Level 1 il y a 13 ans? En fait, fait la même chose mais en mieux. Mais forcément. Non, je rigole, mais c'est non, t'es pas forcément soit plus attentif à ce que tu proposes. Je pense que c'est vraiment ça. Je regrette pas grand-chose, mais soit réfléchis peut-être plus ou différemment. Soit regarde plus peut-être ce que les autres proposent plutôt que de rester dans ton. Non, moi je pense que c'est comme ça que je dois le proposer. Peut-être que si les autres ils proposent les services d'une certaine façon et que ça fonctionne, il y a peut-être une raison, un indice, quoi. Inspire-toi. Inspire-toi peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça c'est un vrai sujet. On essaie toujours de réinventer la roue. Ouais. Alors que il faut pas avoir honte ni peur de copier en faisant mieux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème à ça en fait. Ouais. Il faut s'inspirer des gens qui ont une grosse croissance sur un sujet et se dire je vais prendre une part de ce marché. Être singulier, c'est être singulier dans la manière de délivrer, mais en présentant son offre, ça c'est, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait. Ouais, c'est ça. Et surtout, prendre beaucoup plus tôt du temps pour toi, en fait. C'est... Du temps perso? Ouais. Ok. Ouais, ça c'est vraiment... Petit regret, là. Ouais, là il y a un regret. Ouais. Parce que le temps passe et le temps on le rattrape pas. Hein. Exactement. Ça ne se rachète pas. Exactement. Donc si ta boîte d'un coup elle a fait, je sais pas moi, 150 000 de résultats nets, mais que tu as passé 10 ans à t'oublier, ces 150 000 de net, ils te rachèteront pas le temps perdu. Non, c'est ça. Et il y a un temps limité et il faut savoir en profiter. Quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut suivre Level 1 quelque part? Ou toi, est-ce qu'on peut suivre quelque part? T'as dit que t'étais pas trop sur LinkedIn. Non, j'ai pas pris le temps. Je veux essayer de prendre plus de temps pour les réseaux. Même nous, nos réseaux à nous, finalement, on se concentre tellement sur nos clients qu'ils sont un peu mis de côté pour l'instant. Donc, mais il y a du Facebook, il y a du Instagram. Donc sur Facebook, sur Instagram, on va de toute façon mettre toutes les URL de ton site, etc. Et si tu devais donner une petite phrase de fin, ce serait quoi par rapport à quoi? À l'entrepreneuriat entrepreneuriat, si tu... Franchement, allez-y, c'est trop bien. C'est vrai? En vrai, c'est trop bien quand même. Il y a du regret, mais au fond, t'apprends. Il y a tellement de choses. Ça te construit. C'est enrichissant. Ouais, c'est enrichissant de fou. Tout le monde peut être entrepreneur, tu penses ou... Non, mais c'est malheureux à dire, mais je pense... Ou alors, peut-être que je me trompe en disant ça,
Mais peut-être qu'il faudrait créer quelque chose pour mieux les accompagner, comme un podcast par exemple. Bah, écoute, j'espère. Pour leur donner les idées, les petits trucs, les petites clés à aller chercher avant de se lancer et de se lancer correctement. Et d'arrêter de faire rêver les gens sur des pseudo-réussites. Ouais, c'est ça. Ah, tu peux faire 10 000 balles par mois en bossant 4 heures par semaine, c'est fantastique. Achète ma formation. Ouais, c'est bullshit. Bullshit à fond. Bah écoute, merci, c'était très cool. Avec plaisir, c'était cool. Je pense qu'on a fait le tour. Comme dit, c'est l'épisode 0. C'est un peu le pilote qu'on fait ensemble. Et du coup, il y aura... Je pense que ça va évoluer, mais en tout cas, c'était très cool. Oui. Merci. Il y a toujours une évolution à tout. Hein. Yes. Merci. Avec plaisir. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.